Le goudron est brûlant, il n'y a pas une once de vent et le soleil nous brûle la peau. Tous ces indicateurs suffiraient à dissuader quiconque voudrait sortir de chez lui, et pourtant les moustachus, eux, souffrent quelque part sur les routes du Gard, et de plus sous le cagnard. L'objectif aujourd'hui, c'est Balazuc, notre 13e plus beau village de France sur la liste. On longe d'abord la 16 sur des routes de montagne, et c'est d'ailleurs sur ces routes, au climat méditerranéen, que Jérémy va connaître un coup dur pour son ego. Là, vous devez sûrement vous demander pourquoi Jérémy reste avec la main levée sur son vélo. C'est tout simplement parce que Jérémy s'est pris un vent en disant bonjour à une voiture sur la file d'en face. Donc maintenant, il doit rester comme ça, la main levée, en attendant que quelqu'un... Après quelques coups de pédale, on entre rapidement en Ardèche, où on passera la nuit au camping de la Falaise, tout proche de Balazuc. On l'attendait depuis longtemps, un terrain de boule vide pour accueillir l'équipe nationale des moustachus en vadrouille, alors on ne peut pas louper une occasion de s'entraîner pour la prochaine Coupe du Monde de pétanque. Et après avoir mis une sacrée raclée à Kevin, on attrape chacun un kayak et on part direction les gorges de l'Ardèche. On ne pouvait pas passer ici sans faire un tour dans ce canyon long de 22 km, façonné depuis près de 110 millions d'années, dans lequel serpente la rivière de l'Ardèche. Un paysage caractérisé par des falaises calcaires, hautes de plus de 250 mètres, creusées de grottes. Un patrimoine géologique incroyable, une végétation méditerranéenne abondante et variée qui a dû s'adapter aux longues périodes de sécheresse et au sol calcaire. D'un côté, la garrigue, constituée de chênes verts, d'ormes, de frênes et de genévriers. De l'autre, les bords de rivière, peuplés de saules, de peupliers et d'érables. Mais si vous êtes amateur de sensations fortes, ces falaises de calcaire sont l'occasion parfaite de travailler votre backflip. Les moustachus toujours avec leur béret, dans n'importe quelle situation. Putain. Bien sûr, donnez un kayak et une pagaie aux moustachus et ils trouveront le moyen de tout faire, sauf du kayak bien sûr. On a à peine le temps de se sécher que l'on part à la visite de Balazuc, à même pas 10 minutes des gorges de l'Ardèche. On change enfin de région pour passer en Auvergne-Rhône-Alpes et ce petit village de l'Ardèche est le premier sur la liste. Entre notre balade à kayak et cette visite, le ciel s'est couvert et se met à gronder. Mais cela rajoute encore plus au charme de ce village, aux ruelles tortueuses et aux passages voûtés. Nous avons même beaucoup de chance car tous les mardis de 18 à 20h se tient le marché semi-nocturne de producteurs locaux sur la place du village. Si vous êtes à la recherche de bonnes tomates, de fruits, de pain bio, de miel et j'en passe, vous êtes au bon endroit. Tout le monde se connaît ici, se salue. C'est ce qu'on retiendra de Balazuc. Un village plein de vie et on est toujours heureux quand on voit ça, car la dernière chose que l'on veut, c'est voir ces petits villages à l'abandon, sans personne pour pouvoir les faire vivre. On repart maintenant sur la route, histoire de trouver un endroit où dormir ce soir, et le ciel nous avait pourtant prévenu, en grondant pendant toute la visite, la pluie est là. On avait réussi à passer entre les gouttes jusqu'à maintenant, mais ce soir on ne va pas y échapper. Putain, c'est stylé les gars! Mais bon, on ne va pas se plaindre. Après les jours de canicule que l'on s'est tapé, une petite pluie ne va pas faire de mal. Le montage des tentes sous la pluie, ça par contre c'est une autre histoire. On se réveille en bonne compagnie ce matin avec le propriétaire du camping avec qui l'on va discuter de tout et de rien et qui va même nous offrir le petit déjeuner. Il n'aurait pas pu trouver plus beau cadeau pour les morphales que nous sommes. Et c'est parfait, nous avions besoin de faire le plein de vitamines. Nous partons pour Mirmande, notre plus beau village phare de cette région Auvergne-Rhône-Alpes, à 47 km d'ici. Là, c'est la première fois que vous verrez les moustachus sans leur béret. Les moustachus avec leur casque, première utilisation du casque du voyage, qui est rentabilisé parce qu'on a quand même payé 50 € ce casque. Parce que là, aujourd'hui, direction Mirmande, donc direction Montélimar. En fait, le seul moyen d'y aller, c'est de passer par la nationale, que vous voyez derrière moi là. Et en fait, la nationale, ce qui est bien, c'est que vous roulez d'à peu près ça de distance pour rouler. Et oui, pas le choix.
il faut emprunter la nationale 102 direction Montélimar pour rejoindre Mirmande. Et je peux vous dire que l'on n'a pas fait les fiers, entre les poids lourds qui vous frôlent à 80 km/h et le bord de route de 50 cm de large pour rouler. Mais bon, grâce à Dieu, nous arrivons au plus beau village de Mirmande, et ça en un seul morceau. Comme vous le savez déjà, nous choisissons un village phare par région traversée, et pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le plus beau village de Mirmande que nous avons décidé de mettre à l'honneur. Au milieu des vergers et des collines se dévoile ce magnifique village de la Drôme, perché à 379 mètres de haut. Et on a à peine commencé la visite que l'on tombe sur l'église Saint-Pierre et son clocher typique de l'art roman. Mais il vous suffit de gravir les dédales d'escalier et de ruelles aux pierres blanches, magnifiquement bien restaurées, pour découvrir la cerise sur le gâteau. L'église de Sainte-Foy, petit joyau de l'art roman daté du XIIIe siècle et qui surplombe tout le village. Il ne faut pas non plus sous-estimer la vue que ce village a à offrir sur la vallée de la Drôme. On prend un moment de calme pour observer tout simplement et se laisser envahir par la puissance que dégagent tous ces paysages. Pour vous faire un petit cours d'histoire, au XIXe siècle, Mirmande se développe grâce à la sériculture, élevage du ver à soie qui fait vivre près de 3000 personnes. Mais à la fin du siècle, la maladie du ver à soie et la concurrence asiatique font décliner la sériculture, et Mirmande avec. Au début du XXe siècle, le village est presque abandonné. De nombreuses maisons n'ont plus de toit, l'église Sainte-Foy s'écroule en partie, mais heureusement, le peintre cubiste André Lotte découvre Mirmande dans les années 1920 et en tombe amoureux. Il achète une maison, encore en bon état, et y fonde une académie d'été, ce qui attire d'autres artistes et contribue au renouveau du village. Mirmande devient alors un lieu de création réputé. Pour clore cette magnifique journée, on n'aurait pas pu mieux tomber que sur Guy, un habitant de Cliouskla, un petit village voisin de Mirmande. Ce monsieur nous invite à poser nos tentes dans le jardin de son fils, juste en face de son bar à vin, où l'on est aussi invité à passer la soirée. Ouh là là, ça fait beaucoup d'invitations, il faut être bien apprêté si on veut faire les connaisseurs de vin ce soir. Alors le rasage est de rigueur. Vous savez, chaque jour, l'on se dit que cela va être difficile de faire mieux. Et pourtant, chaque lendemain nous donne tort en nous prouvant le contraire. Réveil aux aurores ce matin pour les moustachus, dans le jardin de nos tout nouveaux amis. Car qui dit village phare, dit interview. Et pour cette région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est un corps de métier que nous voulions absolument avoir devant la caméra que nous mettons à l'honneur. Oui, c'est une arboricultrice que nous rencontrons ce matin, mais je vais me taire et la laisser se présenter. Bonjour, moi je suis Manu, vous êtes sur l'exploitation de mon compagnon, Patrick Rouvert, et on est installé donc à Mirmande. C'est une exploitation qui est une exploitation ancestrale, j'ai envie de dire, puisque il y a toujours eu ici une tradition à Mirmande de production de fruits, et entre autres de cerises au départ. Et puis après ça a évolué, quand on a eu trouvé les bons porte-greffes, comme on dit, on a pu mettre en place effectivement une exploitation plus tournée vers pêche, nectarine, pêche plate. On a essayé de diversifier notre activité en créant des gîtes et une chambre d'hôtes. Et c'est aussi une manière de ne pas mettre ses œufs, comme on dit normalement, dans le même panier,
en développant et en nous permettant aussi de restaurer une partie de la ferme qui est en train de tomber en ruine et de pouvoir la restaurer et d'en faire quelque chose, quoi. On y a créé notre domicile, mais on y a aussi créé 2 gîtes et une chambre d'hôte où on a plaisir à accueillir nos clients. Quand vous ramassez, on ramasse d'abord, on va épointer, donc on va ramasser les cimes, où il va y avoir les plus gros fruits, qui seront mûrs en premier. Et ensuite, on va venir passer plusieurs fois pour ramasser à chaque fois pour que la maturité soit optimum. Et derrière, on va calibrer ici pour pouvoir valoriser le fruit, pour pouvoir l'envoyer. Et en plus, nos plateaux, quand on les range, on essaye de ranger de façon à ce que ça fasse un joli plateau. Donc on organise nos pêches. Nous, on envoie un grossiste qui est une coopérative qui s'appelle Agrobiodrome. Donc on travaille principalement avec eux depuis qu'on est en conversion bio. Mais comme on est petit, on ne fait pas du tout d'expédition. Parce qu'on est trop petit pour faire ça. C'est pas possible, on ne pourrait pas tenir. Donc maintenant, on a une panoplie, une large palette de production et c'est à nous de faire en sorte d'avoir un étalement de la production. On ne peut pas se retrouver saturé à des moments où on n'arriverait pas à faire face et pour avoir une production qui s'étale dans le temps, sur tout le temps où on veut produire. Comme Manu vient de l'expliquer, l'exploitation est en conversion bio. Cela demande une adaptation et implique des changements qui ne sont pas toujours faciles à gérer. Surtout de nos jours avec une météo toujours plus capricieuse. Le plus compliqué, c'est de vendre. Et quand on est en bio, le plus compliqué, c'est de produire. Parce que on va avoir pas mal de soucis, surtout avec le réchauffement climatique, qu'il n'y a pas eu d'hiver, pas réellement d'hiver rigoureux. Donc il y a une multiplication de tout ce qui est insectes et petites bestioles qui vont venir attaquer nos fruits. Et en plus, comme il n'y a pas eu d'hiver, on a 15 jours d'avance sur la production. Donc on se retrouve à ramasser en ce moment des fruits que d'habitude on ramasse pratiquement mi-août. Un agriculteur il est toujours branché 24 sur 24 sur la météo, sur les logiciels de météo, comme hier avec les risques d'orage, de grêle, vous avez entendu les canons à grêle là, qui pétaient partout, voilà. Après, la difficulté, c'est qu'au niveau des terres, par exemple ici, il y a une pression foncière qui est énorme. Tout le monde espère avoir des terres qui soient constructibles. C'est la ferme familiale du côté de Patrick. Mais si on n'avait pas eu cette terre, on n'aurait jamais pu acheter une maison ici. C'est devenu trop cher. Même si Mirmande est très protégée, puisque c'est un village classé qui est classé depuis très longtemps. Aussi en partie grâce à Haroun Taziev qui a été le maire du village pendant plusieurs mandats, donc qui a permis aussi de protéger énormément le village, de faire en sorte que n'y ait pas un lotissement qui s'installe en bas. C'est vrai que les jeunes du coin ils vont aller s'installer à Sols parce que c'est juste en dessous, mais c'est moins cher, ou à Loriol ou à Livron parce que du coup c'est un peu moins cher. 600 habitants qui sont sur Mirmande et les 3/4 sont dans les hameaux ou comme ici sur des fermes. Mais quand il n'y a plus l'importance des seigneurs, les agriculteurs, entre autres, tous les paysans, ils sont allés s'installer plus près de leurs terres. C'est pour ça qu'on a ce genre de maison qui date du 18e. Depuis qu'il y a eu les peintres qui se sont installés avec André Lotte, les peintres cubistes, il y a installé son université d'été. Les 3/4 des maisons, c'était des ruines à l'époque, surtout sur le haut du village. Du coup, ils ont acheté ces maisons pour une bouchée de pain. Ils les ont restaurées de façon traditionnelle et plutôt... Voilà. Sauf que derrière, l'immobilier a fait que le village étant très bien conservé, très beau, la pression immobilière elle a été énorme. Et même sur les terres agricoles, il y a une pression immobilière qui est énorme. Il n'y a même pas 15 ou 20 ans de ça en arrière, il y avait quand même plus de 20 agriculteurs. Ils sont plus que 8. De toute façon, moi, il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai beaucoup voyagé avant de revenir m'installer réellement à Mirmande. J'ai énormément voyagé, après je suis tombée malade, gravement malade, et du coup, je me suis rendu compte que finalement, mes racines, elles étaient bien ici, et il n'y avait pas de doute, que j'ai plaisir à quitter Mirmande à des moments, parce que comme la vie dans tous les petits villages, ça peut être un peu des fois sclérosant et asphyxiant, mais il n'empêche que mes racines, elles sont bien là, il n'y a pas de doute. Ma famille, elle est ici, ma vie, elle est ici. Je plaisante toujours, mais des fois j'en ai comme ça, mais il n'empêche que les racines sont là et qu'on a besoin de ces racines. C'est comme un arbre, vous pouvez le mettre ailleurs. Il finira par pousser, mais il n'empêche qu'il a besoin de son sol à un moment. Il ne sera jamais aussi bien que dans son sol. J'ai beau ronchonner des fois en disant que ça me sort des yeux.
aux coquines de sort, comme dirait mon grand-père. Mais n'empêche que c'est ici que je me sens bien. La grosse différence, c'est qu'avant, Mirmande, c'était vraiment encore un village d'agriculteurs, de paysans, et qu'au fur et à mesure, c'est devenu tellement difficile la terre, et entre autres l'arboriculture, que peu à peu, il n'y a plus d'arboriculteurs, ou très peu qui reprennent, et que, pour vous donner un exemple, le fils de Patrick, il n'a aucunement envie de reprendre l'exploitation. C'est trop dur. Travaille des heures et des heures sans savoir, vous êtes dépendant des aléas climatiques, de la conjoncture qui fait que maintenant économiquement c'est plus valable d'acheter ses fruits en Espagne que de les acheter en France, que voilà, et puis que vous faites des heures sans savoir si un jour vous serez payé. Cette année on travaille à perte, on le sait. Lever le matin en vous disant je travaille pour rien là, hein. Je travaille juste pour éviter de creuser le trou trop profond. Non, pas forcément délaissée, c'est juste qu'on aimerait déjà qu'il y ait une Europe sociale qui se crée et pas qu'une Europe économique et financière, par exemple. Moi, ça me tient à cœur. Parce que j'estime qu'en France, on a une chance inouïe, c'est qu'on justement, on a une qualité de vie qui est inespérée, qui est géniale. Mais c'est le sentiment qu'on joue au même jeu, mais pas avec les mêmes règles, et qu'à un moment, il y en a ras-le-bol, quoi. Donc le matin, il se lève à 5h pour pouvoir préparer la journée. À 6h, il est au boulot pour amener les caisses au champ, pour vérifier que tout est opérationnel, pour amener le tracteur, les brouettes et pour s'assurer que les saisonniers vont pouvoir attaquer. Les saisonniers vont souvent attaquer à 7h du matin. 7h du matin, ils attaquent leur journée et à partir de là, globalement, ils vont ramasser. Patrick va faire un peu les navettes pour aller livrer aussi aux grossistes. Moi, pendant ce temps-là, je me suis levée généralement à 6h30, 7h. Je vais préparer le petit déjeuner pour mes clients puisque nous avons une chambre d'hôte. Donc j'ai plaisir à leur offrir quand même un petit déjeuner copieux avec pâtisserie maison, les confitures maison, la charcuterie locale, le fromage local, donc qu'ils puissent découvrir un peu tout ça. Et derrière, moi je fais le petit déjeuner et bonjour, je fais le petit déjeuner à mes clients et derrière, là ici ça va se mettre en place sur la salle d'emballage où on va attaquer suivant les jours entre 9 et 10 heures. Suivant comment ramasser les garçons. Donc Patrick est allé chercher pendant ce temps-là les fruits, il nous les a amenés. Moi j'ai réglé ma machine pour pouvoir démarrer et on est plus ou moins nombreux suivant la quantité de palettes qu'il y a à trier, ce qui a été ramassé le jour. Derrière, une fois que ça a été trié, nous on monte, on fait ça jusqu'à peu près 15-16 heures, ça dépend des jours mais généralement 15-16 heures. Et Patrick, les saisonniers, eux vont travailler aussi jusqu'à 15-16 heures suivant les jours. Derrière, lui, il aura fait les navettes pour préparer, emmener, livrer la coopérative fruitière avec laquelle on travaille, avec Groupe Biodrome, puisqu'on est en cours de conversion bio, donc on travaille avec une coopérative qui est spécialisée dans le bio. Et j'ai la partie aussi vente ici sur le stand où je prends les clients qui viennent et je leur vends les fruits en direct producteur. Ne vous méprenez pas, Manu n'est pas en train de se plaindre, c'est une femme souriante et pleine d'énergie qui ne vaut mieux pas embêter. Ça, je vous le dis. Mais n'oublions pas que ces gens comme Manu et son compagnon sont ceux qui nous font vivre et qui font vivre la France. Ils sont bien conscients des problèmes actuels et de ceux qui les guettent. Mais ce sont pourtant les plus silencieux aujourd'hui. Ceux qui travaillent dans l'ombre sans jamais se plaindre. On était presque gênés de se tenir face à des gens qui se tuent autant à la tâche mais qui prennent le temps de nous accueillir avec le sourire. La moindre des choses est peut-être d'au moins prendre conscience du travail qu'ils fournissent et de le mettre à l'honneur. Nous invitons donc à passer dire bonjour à Manu et à Patrick, au verger de la Bouliguère. Et n'oubliez surtout pas de leur dire que vous venez de la part des Moustachus en vadrouille. Nous quittons Manu avec un panier de pêche rempli à ras-bord et on fonce en direction de notre camping de ce soir qui est juste un peu avant la grande ville de Lyon. Je ne vais pas vous mentir, la route n'est pas très excitante, nous restons toujours sur la nationale, mais au moins le fleuve du Rhône est là pour nous réconforter et nous suit tout le long de la route.
N'empêche qu'on les aura bien sentis, ces 90 bornes de route. Je ne sais pas si c'est à cause de toutes les pêches qu'on s'est enfilées, mais j'avais l'impression de traîner un bœuf derrière mon vélo. Une bonne nuit de sommeil ne va pas nous faire de mal. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu autre chose que des villages. Et j'avoue, ça nous a fait tout drôle. Aujourd'hui, nous passons par Vienne en premier lieu, puis on s'arrête pour manger à Lyon, à 46 km de notre point de départ. Ici, on se sent comme des ermites qui reviendra un peu à la civilisation. Et même si on a apprécié manger au bord du fleuve dans un bon resto lyonnais, l'appel de la route revient vite au galop. Et on repart sur la route toujours en longeant le Rhône sur des chemins de terre. On avait résisté jusqu'à maintenant, mais là on ne peut plus. On fait tomber le haut et on part faire tempête dans le fleuve. Et avec cette chaleur, je vous avouerai que ça fait vraiment bien fou. Et vous savez quoi ? Après cette baignade, on s'arrête dans un club de tennis sur la route pour remplir les gourdes. Et là, le patron vient nous voir pour nous parler d'une fameuse galette originaire de son village natal, et qu'il faut absolument goûter. Et quel est ce village ? Pérouges, notre prochain plus beau village de France sur la liste. Tu parles d'une coïncidence. Le soleil se couche et nous passons entre des hectares de champs de maïs jusqu'à enfin apercevoir la cité médiévale de Pérouges. Toutes les images que vous pourriez avoir en tête à propos du Moyen-Âge se trouvent ici, dans ce village de l'Ain. Une fois passé la porte d'en haut qui se tenait autrefois debout pour protéger Pérouges, vous tombez face à des maisons, des ruelles pavées et des échoppes qui n'ont pas bougé depuis 7 siècles. Mais bon, n'oubliez pas que si on est venu ici, c'est pour une chose bien particulière. Vous commencez à nous connaître, hein, la galette de Pérouges. Il n'aura pas fallu marcher longtemps pour trouver notre bonheur. C'est comme si cette dame savait qu'on allait arriver. Tout était déjà prêt, alors on n'hésite pas et on prend la moitié d'une galette. Mais alors, qu'est-ce que c'est la galette de Pérouges ? C'est tout simple, c'est une galette au sucre de Pérouges, à base de pâte levée parfumée au citron, sur laquelle on dispose d'une préparation à base de beurre ou de crème et de sucre. Mais bien sûr, tout le monde a son ingrédient secret en plus pour faire la différence. Et pour la petite anecdote, c'est Marie-Louis Thibault et son mari, en reprenant l'hôtellerie du Vieux Pérouges en 1912, qui reprennent cette ancienne recette locale, pour l'adapter au goût du jour et créer ainsi la galette de Pérouges. Alors à vous de goûter maintenant pour juger. Pour nous en tout cas, c'est validé et ça haut la main. Voilà les moustachus et les moustachettes, l'épisode est déjà terminé, mais restez connectés car il reste encore plein de nouvelles aventures dans le prochain épisode en Bourgogne-Franche-Comté. Comme par exemple notre nouveau record de distance de ce Tour de France, nos aventures dans le Jura, une partie de Vaudeux, l'ancêtre du bowling, notre rencontre avec Jean-Claude, vigneron à Château-Chalon, et enfin notre première grosse crise de nerfs. Et si vous ne voulez pas rater tout ça, rendez-vous le 17 octobre